Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire avec notre partenaire Mistral sur la dématérialisation des factures électroniques qui va devenir obligatoire à l'horizon 2023. Donc, je me présente, je suis Wafa Mohamed, chef de produit solutions digitales chez Quadient et je vais laisser la parole à Jérémy Villard pour vous présenter, se présenter et vous présenter l'activité de Mistral. Villard, chef produit chez Mistral Informatique. Mistral Informatique, c'est une société qui est éditeur de logiciels, créée en 1980, qui a fêté ses 40 ans l'année dernière, qui au départ était orientée sur un ERP plutôt généraliste et qui, au fil des années, est devenue spécialisée en fait sur deux marchés principaux, qui sont celui des concessionnaires, distributeurs et importateurs de matériel agricole, avec une solution qui s'appelle Magrix 3G. Et puis les sociétés qui sont orientées sur de la location de matériel BTP, vente également, avec une solution qui s'appelle DLRX 3G. Mistral Informatique, aujourd'hui, c'est un leader du marché des PME sur ces deux créneaux. C'est plus de 400 clients aujourd'hui. C'est un chiffre d'affaires de plus de 9 millions d'euros par an et c'est 67 employés à l'heure d'aujourd'hui. La question s'est posée assez rapidement et il y a quelques années sur la dématérialisation des factures clients. Et à ce moment-là, nous avons fait le choix d'un partenariat avec Quadient, spécialisé notamment, en tout cas, sur ce point-là. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir annoncer 100 projets de dématérialisation menés chez nos clients. Donc on peut aujourd'hui dire qu'on a une véritable expertise au niveau de la dématérialisation de factures clients, grâce notamment à Quadient, avec le biais d'une interface, je dirais, intégrée à notre logiciel et qui permet du coup de dématérialiser toutes les factures clients. Et on verra un peu les formats un petit peu plus tard. Je laisse la parole à Wafa. Je vais vous présenter en quelques mots Quadient et notre activité. Donc nous sommes une entreprise mondiale présente dans deux zones géographiques clés, l'Amérique du Nord et l'Europe, et nous commercialisons 4 solutions majeures, des solutions de management d'expérience client, des solutions d'automatisation des processus métiers, des solutions de courrier physique et des solutions de consigne colis. Donc, nous comptons 5 700 collaborateurs, 500 000 clients et en 2019, nous avons réalisé 1,1 milliard d'euros. Donc, pour introduire ce webinaire, je vais commencer par vous parler de la digitalisation de la fonction comptable client. Pourquoi? Parce que cela va nous permettre de comprendre aussi les enjeux de cette nouvelle réglementation. Ce que je vais commencer par faire, c'est de partager avec vous les résultats d'une étude que nous avons menée entre juin et juillet 2019 et qui repositionne les priorités du responsable comptable à moyen et long terme. Pourquoi je dis repositionner? Parce qu'avant cette période, quand nous échangeons avec cette population, la priorité ultime était la réduction des coûts. Cette étude nous montre bien qu'il y a une vraie mutation dans les priorités et on voit bien que la sécurisation du cash et l'organisation interne sont en haut du palmarès. L'explication, vous pouvez peut-être la deviner ou vous la connaissez toutes et tous, c'est vraiment la pandémie du Covid qui a fortement contribué à cette remise en question. Et donc, le choix entre ROI immédiat et pérennité de l'entreprise n'est plus à faire. Pourquoi? Parce que le contexte impose aujourd'hui aux entreprises une trésorerie saine et des processus fiables et efficaces. Excusez-moi, il y a un tout petit temps de latence dans le défilement des slides. Alors, quels sont les enjeux de la compta client et comment le digital peut apparaître comme une solution pour faire face à ces enjeux? D'abord, comme vous le savez, la compta a une multitude de processus qui peuvent paraître chronophages et répétitifs. Et donc, la première préoccupation et priorité du comptable, c'est de rendre ses opérations et ses collaborateurs plus efficients et plus productifs.
Le deuxième enjeu concerne le fait que la compta gère aussi un nombre important de documents et de données qui sont critiques, qui doivent être conformes à la réglementation. Et donc, par conséquent, le comptable client ou le responsable comptable est le garant de cette conformité et il doit s'assurer, coûte que coûte, à ce que toutes les données circulent de manière fluide et sécurisée. Et ça, c'est le troisième enjeu qu'on voit ici. Il faut savoir que tous ces enjeux ne sont pas exhaustifs, mais c'est ce qui ressort le plus souvent. Si on aborde le quatrième enjeu, et qui est le nerf de la guerre en ce moment, c'est le maintien d'une trésorerie saine. Pourquoi? Parce que le comptable client est un acteur de taille dans la sécurisation du cash de l'entreprise. C'est l'une de ses principales missions et cela va permettre la continuité de son activité. Donc, il se doit d'optimiser les flux de trésorerie et il se doit de gérer son recouvrement de manière efficace. Le dernier enjeu que j'avais noté, il n'est pas très répandu, en disant un peu sous-estimé. Pourquoi? Parce que on parle de qualité de la relation commerciale avec les partenaires commerciaux et il est évident qu'une bonne relation avec ses clients pourrait se traduire notamment par leur mettre à disposition des moyens collaboratifs, par exemple pour demander un duplicata de facture, pour demander des explications, pour contester un document. Donc pour résumer un peu cette slide et tout ce que je viens de décrire, il est incontestable que le comptable client ou le responsable comptable est face à une grande complexité à plusieurs aspects. Un aspect réglementaire, un aspect technologique, un aspect organisationnel et tous les processus qu'il gère de bout en bout, de la commande jusqu'à l'encaissement, peuvent lui paraître un peu chronophages. Pourquoi? Parce que dans certains cas, cela fait appel à pas mal de tâches manuelles. Et donc, dans ce contexte-là, le digital va s'imposer et va prendre tout son sens. Comment il va prendre son sens? Parce qu'il met à disposition de ses services ou de ses collaborateurs des solutions technologiques qui sont capables de soulager les collaborateurs et surtout de les recentrer sur leur activité principale et sur le cœur de leur métier. Ce type de projet de digitalisation, il n'est pas du tout anodin. S'il est mis en place, il doit être un vrai levier de rentabilité pour l'entreprise et un vrai levier pour créer de la valeur pour l'entreprise. Et donc, il ne doit pas du tout être perçu comme une contrainte, comme quelque chose d'obligatoire à gérer. Et c'est là où le responsable comptable pourrait intervenir et un rôle à jouer dans le sens où il va défendre cette digitalisation de son service, mais aussi ça va conduire un peu son entreprise dans la transformation digitale et pourquoi pas inspirer ses partenaires commerciaux, ses clients ou ses fournisseurs. Pourquoi on va parler de facture électronique aujourd'hui et pourquoi on doit adopter cette facture électronique? D'abord parce que c'est un processus des plus chronophages aujourd'hui dans l'entreprise, mais c'est aussi un processus qui est le plus facile à digitaliser ou à dématérialiser. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans un écosystème favorable aujourd'hui. D'abord, il y a le cadre réglementaire qui n'a cessé d'évoluer depuis une trentaine d'années à travers les différentes phases de déploiement de cette facturation électronique. D'abord, en commençant par l'EDI au début des années 90, ensuite la signature électronique début des années 2000, la piste d'audit fiable, le portail Chorus Pro et enfin cette nouvelle loi qui va arriver à l'horizon 2023 et qui favorise la facturation électronique et qui montre qu'il y a une réelle volonté du gouvernement à la mettre en place. Du point de vue économique, la dématérialisation est devenue un vrai levier de rentabilité pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle permet de réduire les coûts de traitement de factures, on fait des économies sur les consommables, des économies sur l'affranchissement, on améliore la productivité et l'efficacité des collaborateurs, on améliore la trésorerie et donc il n'y a que du plus à l'adopter. Du point de vue partenaire, aujourd'hui, on constate une vraie démocratisation
de la dématérialisation. Toutes les organisations, quelle que soit leur taille, s'y mettent. Nos partenaires commerciaux, que ce soit clients ou fournisseurs, en partie ou totalement digitaliser ce processus de facturation. Et parfois, ils peuvent être exigeants vis-à-vis de nous en nous demandant de leur émettre une facture électronique ou en nous imposant de recevoir une facture électronique. Et donc, on a des partenaires aujourd'hui qui sont de plus en plus digitaux. D'autant plus que les technologies ne cessent d'évoluer dans les périmètres proches de la facture électronique, les technologies d'archivage, les technologies de GED, les technologies de numérisation. Donc, on a un panel très varié, que ce soit du périmètre qui interviennent sur le périmètre de la facture en termes de format, etc., ou sur des périmètres annexes à la facturation électronique qui évoluent et qui, au fur et à mesure, tous les jours, on constate qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive et qui bouscule un petit peu ce qui a été fait auparavant. Et le dernier argument de cet écosystème favorable, c'est l'émergence de la responsabilité environnementale des entreprises. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est très en vogue de se dire qu'on se préoccupe de diminuer la consommation du papier, de réduire l'empreinte carbone. Et donc, comme vous le voyez très bien, on est dans un environnement qui favorise la facturation électronique et d'autant plus que le cadre réglementaire pousse vraiment vers cette facturation électronique et c'est ce que je vais aborder sur la slide suivante. Alors, c'est quoi cette nouvelle loi qui va arriver et qu'est-ce qui va se passer en 2023? D'abord, pourquoi on a mis en place cette loi et pourquoi on s'est voté cette loi? D'abord, pour lutter contre la fraude à la TVA, pour éviter tous les aspects de factures fictives, etc., pour réduire les coûts liés à la facturation qui ne sont pas du tout négligeables et les coûts de déclaration de la TVA, et pourquoi pas faciliter les déclarations avec éventuellement un pré-remplissage en ligne. Donc, le calendrier de la mise en place de cette loi, à partir du 1er janvier 2023, toutes les entreprises se doivent d'accepter les factures électroniques de leurs fournisseurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un fournisseur qui vous envoie une facture électronique, vous êtes dans votre droit de la refuser parce que vous n'avez pas les moyens de la traiter ou parce que tout simplement, vous ne voulez pas traiter de facture électronique et vous tenez vraiment à recevoir votre facture papier. En 2023, toutes les entreprises seront en mesure et doivent accepter cette facture électronique de leurs fournisseurs et donc doivent avoir les moyens de la traiter pour pouvoir la payer. Sur la même année, en janvier 2023, les grandes entreprises seront obligées d'émettre toutes les factures sous format électronique. 2024, ça sera l'obligation pour les ETI et la dernière phase de déploiement sera pour les TPE-PME en 2025. Donc, il y a une ressemblance avec ce qui a été mis en place pour le portail Chorus dans le séquençage de ce déploiement en fonction de la taille d'entreprise. Il y a d'autres similitudes avec le portail Chorus dans la manière de comment ça va se faire. Donc, je vais partager avec vous les préconisations de cette loi et de ce rapport qui a été soumis au Parlement en novembre 2020 et vous exposer un petit peu les contours éventuels de cette nouvelle réglementation. Donc, toutes les factures doivent être déposées sur une plateforme centrale nationale de type Chorus ou une plateforme similaire. Donc, ça peut être Chorus comme ça peut être une plateforme qui a les mêmes aspects qu'au Chorus. Donc, cette plateforme nationale aura en charge la mise à disposition des factures pour les clients et la transmission des données de la facture et des données fiscales vers l'administration fiscale pour la déclaration de la TVA. Certaines entreprises vont nous dire oui, mais moi je souhaite passer par ma solution de démat ou adopter une solution de démat pour pouvoir automatiser de bout en bout mon processus. Ceci est possible à une condition, c'est qu'on doit s'équiper de plateformes certifiées par DGFiP. Aujourd'hui, les critères de cette certification ne sont pas encore annoncés.
On en saura un petit peu plus vers fin 2021 et mi-2022. Et ces plateformes certifiées auront pour rôle d'assurer un traitement automatisé pour le dépôt des factures sur la plateforme nationale et bien sûr le dépôt des données de la TVA. Les entreprises qui ne souhaitent pas disposer de ces solutions de démat et ne veulent pas faire appel à un prestataire de ce type-là peuvent déposer directement leurs factures sur cette plateforme nationale tout en sachant, et c'est très important de le savoir, c'est qu'aujourd'hui, les formats qui sont recommandés sont un format structuré, c'est-à-dire l'EDI, qui est 100% informatique, ou un format hybride qui a un mix des deux, et ça peut être un PDF avec un fichier informatique ou autre, mais dans tous les cas, on doit pouvoir gérer aussi cette contrainte et cette condition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de toutes les décisions et au niveau de l'avancement de cette réglementation? Il y a plusieurs groupes de travail et ateliers qui sont prévus avec les offreurs de solutions et les entreprises aussi pour avancer sur les modalités pratiques de cette loi, et on prévoit aussi plusieurs dispositifs d'accompagnement pour les entreprises pour qu'ils puissent réussir à gérer ce changement. Donc voilà un petit peu comment cette loi va arriver à 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2023, c'est demain, et je pense qu'il faudra commencer à réfléchir dès maintenant à comment vous allez vous y prendre. Donc, les avantages ou les bénéfices de la facturation électronique ne sont pas approuvés parce que on a fait plusieurs études et il y a eu plusieurs baromètres, etc. dans ce sens. Déjà, un avantage financier en termes d'économie sur le coût de traitement des factures. On peut aller jusqu'à 50% de moins que l'envoi d'une facture papier par un circuit traditionnel. On augmente la productivité des collaborateurs parce que les circuits sont raccourcis et les délais de traitement aussi. Donc, on peut aller jusqu'à une réduction de 42% des délais de traitement. Les délais de recouvrement sont optimisés parce que envoyer une facture papier peut prendre une semaine, une relance peut prendre aussi une semaine, et donc se faire payer peut encore prendre plus de temps. Une facture électronique est instantanée, on la reçoit instantanément et on peut la payer instantanément aussi. Les informations qui circulent sont très fiables parce qu'il y a moins de risques d'erreur et il y a moins de manipulation humaine ou de saisie par les collaborateurs, et donc c'est un vrai avantage et ça permet de gérer moins de litiges et moins de contestations. On se met en ordre de marche pour innover, pour moderniser ces processus et contribuer à la transformation digitale de l'entreprise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'implique dans une démarche RSE. Et le dernier point, on améliore notre relation commerciale. Pourquoi? Parce qu'on met à disposition de nos clients des outils collaboratifs pour pouvoir communiquer entre nous et donc on diminue les litiges. Le traitement des informations se fait de manière plus rapide et on a un suivi en temps réel tracé qui permet aux clients de visualiser les étapes du traitement, enfin, qui nous permet de visualiser les étapes de traitement de notre facture par le client. Donc, voilà un petit peu les bénéfices qui sont reconnus. Je ne vous apprends rien, mais ça fait du bien de le rappeler parce que on est quand même en phase de réflexion sur ce projet et sur cette réglementation, et il faut voir le côté positif de ce type de projet. Cette facturation électronique, à part les bénéfices que je viens de citer, c'est aussi un vrai levier pour la culture cash, et dont se servent aujourd'hui pas mal d'entreprises pour gérer leur trésorerie. Pourquoi? D'abord, pour décloisonner les outils et les processus d'analyse et de prévision. Je m'explique. Aujourd'hui, le processus comptable fait appel à plusieurs outils ou processus qui sont silotés, qui parfois ne communiquent pas entre eux ou communiquent très très peu. Donc la facturation électronique va faire intervenir plusieurs technologies qui vont permettre de décloisonner ces outils
ou ces processus et vont rendre la circulation de l'information plus fluide. Et donc, on a plus de chances de visualiser instantanément les informations relatives aux factures. Je peux visualiser ma facture payée, quand elle est traitée, envoyée, etc. Et je peux, et c'est très important, confronter toutes ces informations un peu opérationnelles ou analytiques à mon prévisionnel par rapport à mes factures en attente de paiement, par rapport à l'encours client, etc. Et ça nous permet d'avoir une vision globale de tout le processus. Le deuxième argument, c'est que ces traitements et processus de relance automatisés vont vous renseigner en temps réel sur l'encours client. Et donc, on va être dans une approche vraiment proactive pour éviter les impasses de trésorerie, car il ne suffit pas d'envoyer sa facture ou de facturer son client. Il faut aussi savoir maîtriser comment on va se faire payer et comment on va faire notre recouvrement. Ensuite, le troisième point, la facturation électronique, comme je l'ai évoqué précédemment, apporte beaucoup de bénéfices, non seulement au service comptable, mais aussi à l'entreprise, au point de devenir, dans un certain cas, un vrai levier stratégique qui oriente à la fois la performance opérationnelle de tous les jours, tout ce que vos collaborateurs font au quotidien, et la performance financière ou comptable à moyen et court terme. Et elle les oriente vraiment dans une même direction, de manière cohérente et non décorrélée, de manière à répondre aux deux objectifs de ces performances opérationnelles et financières. Et enfin, parmi les avantages d'un processus raccourci, on note aussi cette capacité de pilotage en temps réel de l'encours client. Pourquoi? Parce que cet encours client, c'est notre générateur de cash qu'il faut sécuriser, le suivre de près, et il faut aussi mettre en place tous les dispositifs favorables, que ce soit en termes de relations clients ou d'outils collaboratifs. Donc, pour résumer un peu cette slide, je dirais que la culture cash n'est pas seulement une affaire de responsable comptable uniquement. Tous les collaborateurs doivent être impliqués et sensibilisés sur ces enjeux de trésorerie. Donc voilà, la conclusion, c'est vraiment d'agir sur le BFR et non de le subir. Pourquoi? Parce qu'on aura mis en place un processus automatisé de bout en bout. Pour être un peu dans le côté pratique, c'est quoi une facture électronique et quels sont les critères auxquels elle doit répondre? D'abord, une facture électronique, c'est une facture qui est créée, envoyée, reçue et conservée sous forme électronique, dans les conditions, bien sûr, juridiques et légales en vigueur. Il faut respecter certaines conditions pour la facturation électronique. D'abord, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accord du destinataire de la facture. Mais cette exigence, elle est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera plus en vigueur à partir de 2023. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'aura plus besoin de l'accord du destinataire pour émettre une facture électronique. On doit aussi garantir l'intégrité, l'authenticité et la lisibilité de la facture. Et ça, je vais prendre un peu de temps pour l'expliquer. Donc, l'intégrité de la facture, c'est garantir que le contenu de la facture ne peut pas être modifié, ni lors de l'échange, ni pendant la durée de conservation légale de la facture. On ne doit pas intervenir sur la facture une fois qu'on l'a éditée et qu'on l'a transmise à notre client. L'authenticité de la facture, c'est le fait d'être capable de prouver que l'émetteur de la facture est bien celui indiqué dans les données de la facture. Et enfin, sur la lisibilité de la facture, notre facture doit être lisible dans le temps. Elle ne doit pas être altérée par le temps. Donc, pour pouvoir mettre en place ces critères de facturation électronique, on fait souvent appel à 3 méthodes que vous voyez sur l'écran et qui peuvent varier en fonction du contexte de votre entreprise. D'abord, on peut utiliser le DI. Le DI, c'est l'échange de données informatisées. La facture, dans ce cas, sera sous un format structuré, ce qui veut dire concrètement que les données de la facture vont être sous un format informatique normé et sécurisé.
et les 2 entreprises qui s'échangent cette facture doivent respecter cette norme DI. Le processus où cette méthode de DI peut s'appliquer dans un contexte, ou s'impose plutôt dans un contexte de volumétrie importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet un traitement complet de bout en bout et efficace. Cette méthode, elle n'a aucune remise en cause légale, c'est-à-dire qu'elle est valable légalement. Et il faut savoir une chose, c'est que cette mise en place représente un investissement assez important pour l'entreprise et nécessite de l'autre côté que le destinataire de votre facture l'ait mise en place. La deuxième méthode, qui est le PDF signé, la facture dans ce cas, elle est sécurisée par une signature électronique. C'est assez simple à mettre en œuvre et peut très bien être adapté dans un contexte de volumétrie moyenne. Et le troisième cas, ou la troisième méthode, c'est la mise en place de la piste d'audit fiable. C'est un terme que vous avez dû rencontrer ou que vous connaissez déjà. C'est l'échange par voie électronique sous format Word, PDF, etc. structuré, en commun accord avec votre partenaire commercial, votre client, et surtout en vous assurant que tous les contrôles documentés et permanents ont été mis en place entre la facture émise ou reçue, mais en tout cas entre ce que vous émettez comme facture et la livraison du bien et de la prestation. Il faut savoir qu'en cas de contrôle d'une facture par l'administration fiscale, il faudra être capable de prouver que ce contrôle a été effectué. Donc, voilà les 3 méthodes qui existent pour mettre en place la facture électronique. Mais quoi qu'il en soit, et quelle que soit la méthode adoptée, les mentions obligatoires qu'il faut indiquer sur les factures électroniques sont les mêmes et que celles qui sont prévues pour les factures papier. Donc, il n'y a rien à changer en termes d'informations qui doivent exister sur la facture. Donc, voilà un petit peu le contexte de la facture électronique, comment va se faire cette nouvelle réglementation et comment elle va se mettre en place. Et je vais laisser la main maintenant à Jérémy pour aller dans le vif du sujet et vous expliquer de manière concrète comment vous pouvez mettre en place votre projet de dématérialisation des factures. Jérémy, je te laisse prendre la parole. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter la vision de la démat selon Mistral, donc par le biais de notre ERP. Pour ça, je vous propose de vous projeter en tant que client. Le principe étant de considérer que vous avez notre ERP pour vous donner un petit peu la démarche, en fait, de faire le choix de la démat. Donc, en fait, faire le choix de la démat chez Mistral, c'est quoi? Eh bien, c'est l'acquisition d'un module qui va venir s'intégrer de manière native au niveau de l'ERP. Donc, les maîtres mots, qui sont d'ailleurs ceux de notre logiciel dans sa globalité, ça va être intuitif, donc un outil qui soit le plus simple d'utilisation possible. La simplicité, du coup, le fait que ce soit très simple à utiliser, que ça vienne s'intégrer de manière naturelle au niveau de l'ERP. Et puis surtout, le fait que ce soit totalement intégré à l'ERP. C'est-à-dire qu'en fait, l'ERP va être le seul outil que vous aurez à utiliser. Et en fait, nous, on a développé tout ce qu'on va appeler les connecteurs, tout l'interface avec des plateformes de dématérialisation. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir greffer en fait des interfaces dans notre logiciel qui seront globalement transparents pour vous et qui vous permettront du coup de pouvoir dématérialiser vos factures clients. Donc, une intégration native, comme je le disais, au niveau de l'ERP. Donc, ça va venir naturellement s'intégrer dans les programmes. Donc, vous n'aurez pas de bouleversement radical le jour de l'installation de ce nouveau module. Au niveau des dépôts, un dépôt adéquat, dans le sens où vous choisirez soit un dépôt
Chorus pour l'administration, en tout cas aujourd'hui, hein, c'est comme ça que ça se passe, soit PDF signé par exemple, hein, pour vous donner des exemples, donc de l'EDI, du PDF signé. Donc il y a un choix qui se fait, bien sûr, au niveau du système. Aujourd'hui, comme le disait Wafa, donc les clients ne sont pas obligés d'accepter, mais demain ils le seront. Donc là, on n'aura pas forcément de paramétrage à faire, on pourra basculer tous les clients en dématérialisation. Aujourd'hui, c'est un paramétrage qu'on peut effectuer au niveau du système. Du coup, on va fiabiliser tout le process de facturation, bien entendu, et puis on va le maîtriser également. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ERP, bien évidemment, on a toute une chaîne, hein, depuis le devis jusqu'à la facture, qui sont déjà maîtrisées, sur lesquelles on a un véritable accompagnement. Hein. Nous, on propose un accompagnement, bien sûr, de projet sur toute cette partie-là. Et donc, je dirais que la facturation dématérialisée, c'est la phase finale de tout ce processus, donc qui va venir s'intégrer, comme je le disais, de manière tout à fait naturelle. Alors, bien évidemment, on ne va pas mettre ça en place forcément du jour au lendemain. Il y a des phases de test, on vous accompagne, bien sûr. Il y a un système de conduite au changement. Hein. La digitalisation, c'est un pas parfois important, hein, pour nos sociétés clients, ce qui explique notamment le fait qu'on ait aujourd'hui une centaine de clients seulement sur plus de 400. Donc, c'est quelque chose qui se fait de manière totalement progressive, avec un véritable accompagnement de notre part par rapport à ces changements-là. Et ce qu'on propose également à nos clients, c'est de la communication déjà en interne, de communiquer sur ces nouveaux process, ces mutations digitales, et puis également aux tiers, c'est-à-dire leurs clients, communiquer avec les clients. Voilà, nous entrons dans une nouvelle phase, nous allons dématérialiser nos factures. Donc, c'est important aussi de bien communiquer là-dessus, sur ce changement, sur les conséquences que ça peut avoir, même si pour les clients, les conséquences peuvent être tout à fait bénignes, puisque un PDF signé, je dirais, quelque part, il n'y a pas non plus de complet bouleversement à ce niveau-là. Alors, pour schématiser un petit peu, alors je tiens à le dire tout de suite, il n'y aura pas de copie d'écran du logiciel, hein, ce n'est pas le but ici. Hein. Le but pour moi, c'est plus d'avoir un focus sur le concept et la méthode qu'on applique au niveau de la mise en place de la dématérialisation. Donc en fait, un petit schéma qui représente la partie Mistral, donc notre ERP, on va dire, hein, sur la partie supérieure de l'écran, et puis sur la partie inférieure, la partie NeoTouch, donc plateforme de dématérialisation. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est deux entités distinctes, et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est le connecteur, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, on a un module, alors gestion des factures dématérialisées, en haut à droite, qu'on appelle module DMF, hein, c'est son nom, du coup, qui va permettre, par juste un traitement, on va dire, on lance un traitement, et une fois que les factures auront été imprimées au niveau de l'ERP, aucune différence avec ce qui se fait aujourd'hui. On va tenir compte des paramètres qui ont été effectués, c'est-à-dire un client a choisi la démat, et on peut dématérialiser ses factures, encore une fois, à horizon 2023, puisqu'après, on pourra l'imposer, hein, vous pourrez l'imposer à vos clients. Donc, on fait un paramètre au niveau de l'ERP qui permet, quand on fait l'édition des factures, sans même se soucier, de générer des fichiers au bon format, PDF signé, EDI, ainsi de suite. Et en fait, quand je dis EDI, c'est le moyen, mais enfin, constituer un fichier qui va pouvoir être transmis. Donc, transmis par email avec une signature électronique selon le paramétrage, si c'est un client pour lequel on a fait ce choix-là. Ça peut être également, comme vous le voyez, le portail Chorus pour tout ce qui est organisme d'État, donc ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Donc, on fait un choix, un départ à un moment donné dans le logiciel. Soit le client est orienté vers le portail, ces factures sont orientées vers le portail Chorus, soit elles sont orientées vers une signature électronique. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui au niveau de l'ERP. Demain, ou en tout cas à une échéance prochaine, on aura effectivement une plateforme certifiée nationale dont parlait Wafa tout à l'heure, et on aura bien sûr cette nouvelle corde à notre arc, on va dire, hein, qui sera la possibilité également de déposer les documents, donc les factures en l'occurrence, sur cette plateforme qui permettra de mettre les factures à disposition des clients, mais également à disposition de l'État, et pour tout ce qui va être des déclarations de TVA et tout ce qui s'ensuit, en tout cas l'exploitation qui peut en être faite derrière. Donc voilà un petit peu le schéma, je dirais, de fonctionnement et d'intégration au niveau de l'ERP, en sachant encore une fois que le maître mot, c'est vraiment la simplicité pour qu'on n'ait pas de bouleversement, quel qu'il soit, au niveau de l'ERP, au niveau du paramétrage et au niveau de l'utilisation surtout.
voilà, je pense avoir été assez, je dirais, complet sur ce fonctionnement. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par la découverte de nos produits, hein, notre philosophie, notre façon de gérer la démat, et puis pourquoi pas le RP dans sa globalité, bien écoutez, je vous propose d'envoyer un mail à notre adresse marketing@mistral.fr et notre équipe marketing se fera, je dirais, un plaisir de répondre à vos questions, voire de vous recontacter s'il y avait besoin. Voilà. Jérémy, je reprends la parole parce que je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. J'espère faire au mieux pour répondre à toutes les questions. Est-ce qu'on a des valeurs sur les économies réalisées? Existe-t-il des études sur le sujet? Effectivement, il y a des études qui ont été menées sur le sujet. Après, les coûts de la facture dans chaque structure varient en fonction de leurs impératifs. Mais aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 60% du coup, peut-être 50%. Dans le rapport qu'a soumis la DGFiP, on parle d'une moyenne de 10 € la facture dans un circuit classique qui peut être réduite à 2 ou 3 €, il me semble. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Donc, c'était pour répondre à Valérie. Ensuite, Gilles, absence de liberté de choix, ce n'est pas un progrès. Si tout le monde en voulait, il aurait été inutile de l'imposer. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de lutte contre la fraude. Et je pense que sur ma slide où je parle de cette réglementation, il y a pas mal de pays qui ont commencé à adopter ce modèle, notamment l'Italie, le Mexique, etc. Et ce sont des pays qui aujourd'hui souffraient auparavant de cette fraude à la TVA. Voilà, donc, il y a aussi des priorités et des choses qui nous sont imposées, peut-être pour le bien public, disons. Jessica, est-il prévu une amélioration de la procédure de la facture électronique, notamment dans le cas où un maître d'œuvre est au milieu de la relation pro-particulier au client? Car aujourd'hui, cela est très problématique. Je confirme. Je pense que vous parlez, Jessica, des factures de sous-traitance, etc. Il est prévu un assouplissement. Le rapport n'aborde pas vraiment encore tous ces aspects, mais je pense que ça fera l'objet des groupes de travail qui vont avoir lieu. Ce qui est sûr, c'est que toutes les entreprises vont être accompagnées pour la mise en place de cette réglementation. Nathalie, bonjour. La taille de l'entreprise qui détermine la date d'entrée en vigueur de cette réforme est-elle analysée en compte consolidé ou non? Je vous avoue que je n'ai pas la réponse à votre question. Je vais me renseigner. Je me permettrai, peut-être moi ou Jérémy, de vous envoyer un petit mail si j'ai la réponse. Où se situent les associations? Effectivement, les associations sont exonérées aujourd'hui de la TVA et donc le rapport prévoit et recommande de prolonger cette exonération à la facturation électronique. Donc, c'est encore au stade de la recommandation, hein, ce n'est pas encore posé et statué. Le particulier, effectivement, je vois cette question qui s'est posée à plusieurs reprises, notamment sur les factures pour les particuliers. Les particuliers ne sont pas concernés par cette réglementation, du moins en tout cas les entreprises qui facturent des particuliers ou des entreprises à l'étranger, ils ont juste l'obligation, quoi qu'il arrive, qu'elles soient équipées d'une plateforme certifiée ou non, de transmettre les données de la facture à la plateforme nationale centrale. Cependant, ils sont dans l'obligation de transmettre la facture dans la manière habituelle qu'ils ont, comme ils ont l'habitude de la transmettre à leurs clients particuliers. Donc, les clients et les entreprises transfrontalières ne sont pas concernés par cette réglementation, du moins les entreprises qui ont des activités sur ce périmètre-là.
Le format PDF entre dans les critères de dématérialisation. Aujourd'hui, la recommandation va vers un format structuré ou un format mixte tel que FactureX. Mais le PDF natif, à terme, on va donner une période d'adaptation pour les TPE, PME qui ne sont pas hyper équipés en solutions pour une conversion, pour la conversion des factures, etc. Mais à terme, le PDF ne sera plus accepté. Alors, je vois qu'il y a eu quelques petits soucis de connexion. Sinon, donc j'ai répondu à la question pour les particuliers. Les micro-entrepreneurs, je pense qu'il y a eu une petite coupure. Donc, je reviens sur les micro-entrepreneurs qui normalement devraient être exonérés, mais la recommandation de ce rapport est vraiment d'inclure les micro-entrepreneurs dans cette réglementation. Donc, comme je dis, ce rapport, c'est une liste de recommandations. On en saura plus dans les mois qui viennent. Peut-être une question pour toi, Jérémy. Comment se traduit votre service avec l'utilisation de Delerix? Alors, il y a eu une petite coupure, je pense. Je n'ai pas entendu la fin de la question, Wafa. Comment se traduit votre service avec l'utilisation de Delerix? Alors, l'utilisation générique du logiciel, alors c'est un ERP qui permet de gérer une société, je dirais, avec dans sa globalité. Donc, c'est un système d'achat, vente, stock, avec une solution de comptabilité, une solution de paye. Enfin bon, c'est une solution relativement complète, hein, c'est un ERP complet, avec une véritable méthodologie projet, hein, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner tout au long de l'implémentation du logiciel chez vous et bien sûr la transition avec souvent un ancien ERP. Donc tout ça, ça va se faire évidemment avec un accompagnement, je dirais, de notre part, bien entendu. Je voulais aussi peut-être rebondir sur une question qui était par rapport à un des slides que j'avais présenté, mais je vois que la réponse a quasiment été apportée. C'était est-ce que depuis notre logiciel, il était possible de faire de l'envoi de PDF. Donc oui, on peut tout à fait faire de l'envoi de factures par mail, tout simple, sous format PDF. En revanche, on ne rentre pas du tout dans la réelle notion de dématérialisation de factures au sens PDF signé, EDI, tout ce qui a été évoqué sur tout ce webinar. Donc, le WAFA le précisait, mais c'est un format qui va finir par disparaître et qui ne sera, semble-t-il, plus accepté au bout d'un certain temps. Donc, donc, au niveau du logiciel, on a nativement, bien sûr, la possibilité de générer des PDF, mais il faut passer à un module de dématérialisation pour pouvoir générer du PDF signé. Donc, c'était important de le préciser, je pense. Merci, Jérémy. Un point aussi qui est revenu dans le chat, on parle d'une 50aine de mentions obligatoires sur la. Donc, il y aura aussi d'autres informations qui seront amenées à être disponibles sur la facture pour justement être conforme à cette réglementation. Donc, les factures destinées au grand public, j'y ai répondu. Les organisations professionnelles non assujetties à la TVA, je pense qu'elles vont être exonérées de cette facturation électronique. Franklin, vous parlez de PDF avec signature électronique. Je ne me rappelle plus de la question auparavant. Nathalie, avez-vous des conseillers qui accompagnent les changements en service contact client de façon profonde? Je pense que Jérémy pourra répondre à cette question.
Oui, bien sûr. En fait, tout ça, ça fait partie de ce que je précisais tout à l'heure, qui est je dirais, l'accompagnement, voire la conduite au changement. Donc, chaque module qui est mis en place euh, chez Mistral donne lieu à un accompagnement, une formation, un audit parfois même. Donc, il y a un véritable accompagnement, bien sûr, sur cette phase-là. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est possible de reprendre le chat. Nous sommes 200 personnes en ligne, donc je vais quand même prendre le temps de relire les questions et auquel cas d'envoyer une compilation des réponses. Notre webinaire arrive à sa fin. J'espère qu'on vous a ramené des réponses aux questions que vous vous posez par rapport à cette nouvelle réglementation ou par rapport à la digitalisation de votre service compta en général. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser Jérémy vous saluer et j'espère vous retrouver bientôt lors d'un prochain webinaire. Merci à tous, merci Wafa. Donc, écoutez, merci à tous également d'avoir suivi ce webinaire en notre compagnie. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail qui doit être encore à l'écran. Sinon, c'est marketing@mistral.fr pour toutes les questions que vous pourriez vous poser. Donc, merci à tous encore une fois et sans doute à très bientôt sur un prochain webinaire. À bientôt, bonne journée. Au revoir.